fois Roger posait sa main sur celle d'Élan, il montrait leur tendresse, leur intimité. Cela c'est la vie privée de Roger, et elle le rend heureux, tandis que de l'extérieur on le voit se précipiter de médecin en médecin, bondir, tournoyer, repérer des endroits sur la carte, incapable de se retenir de vérifier, de remonter à la source de toute information, si insignifiante soit-elle. Il nous a raconté qu'en France, dans une immense grotte, il y a une plaque de végétation verte partout où tombe le rayon d'une lampe torche, et Moron a passé la main tout le long d'une corniche, en croyant que c'était de la mousse, mais il s'agissait de fientes de chauve-souris. Les chauves-souris volent dans les hauteurs. Desmond se montre très brillante au sujet des lettres de Byron et des papiers de Boswell. Pensez un peu, il y a maintenant 18 volumes du journal de Boswell à publier. La chance aidant, je vivrai peut-être assez pour les lire. J'ai l'impression d'avoir appris qu'une personne passant pour morte est vivante après tout. Curieux effet, cette exhumation de toute une nouvelle masse de Boswell alors qu'on avait cru tout savoir, cru que tout était réglé, et dire que père n'en aura jamais rien su. Sir Edmund Gosse est mort. Ces papiers se trouvaient dans un meuble à tiroir, en Irlande 15. Et maintenant c'est presque l'heure du déjeuner, et après le déjeuner je devrais reprendre une fois d'élu la lecture de mon livre pour tenter, est-ce condenser les 2 pages possibles, de raccourcir et de revenir 15. Desmond McCarthy, en donnant, le 30 juin, un compte-rendu d'une nouvelle édition de Hypochondria, de James Boswell, dans la chronique qui, Oak, monte des livres, pour le Sun des Teintes, écrivait, j'ai toujours pan. À lorsque le grand livre serait ouvert dans la vallée de Josaphat. Ce celtique rubrique Byron que nous attendrait le moins de surprise, mais il s'est bipé ce soit Boswell, à Perestou. Lui est réussi de la manière là le jour du jugement. Les papiers intimes de Boswell, découverts au Schquittet, et volumes furent annotés 193. Les plus triomphales à NTTDC Malaïde, près de Dublin, en 1925-1926, furent publiés craint une édition plique coûteuse et limitée, de 18 volumes. Pointé 1926 et 4 idées capres par Geoffrey Scott 106 11 ainsi 11 111 111 les Wolves passèrent à Rodmel toutes les fins de semaine du mois de juillet et le 27 ils s'y installèrent pour 10 semaines de répit après le tonu. Boy de la vie dans la capitale. VW avait souffert par intermittence de migraine et de dépression. Car Arnold Forster vint passer à Monkshods la soirée du 4 août, lundi 5 oui, c'est bien la date, et la dernière fois que j'écrivais ici, nous étions le 30 juin. C'est un hommage à cet été que j'ai passé dans le Toibonu, le désordre et l'agitation. Les souvenirs qui ressortent, tels des herbes vertes surgissant d'une mare grise comme la fourrure de civette, concernent les fins de semaine ici. Des fins de semaine d'une fraîcheur divine, avec la fenaison, une lumière chatoyante. La nouvelle pièce destinée à Léonard, hérissée de barbelés, en pleine construction, et mon pavillon que l'on transformait en palais confortable, ce qu'il est précisément maintenant, car j'y suis à cet instant, oppressé par cette atmosphère des jours fériés qui imprègne l'air de la pleine campagne, les marais solitaires et qui donnent au village une apparence de banlieue satisfaite. Jeunes filles et jeunes gens jouent à la balle au camp. Léonard et Percy posent une canalisation pour amener l'eau dans la mare, qui est d'un brun chocolat et habité de petits poissons. Oui, ce fut un été de dissipation. J'avais l'impression que le téléphone était accroché à mon bras et que n'importe qui pouvait me faire sursauter à son gré. Un sentiment de discontinuité me tourmentait, et puis ces gens que l'on voit, comme leur image se brouille. Lorsque j'ai pris congé d'Otoline jeudi dernier, le cerveau réduit à l'état d'un buvard humide, j'ai décidé de ne plus parler à âme qui vive. Il y a une sorte d'irrévérence à traiter de cette manière l'âme vénérable de l'homme. On la maudit, on la mord, et elle vous remplit d'amertume. Une soirée passée à causer avec cette brave lourde hôte de cas offre plus de plaisir que cette voltige et ce brillant. À Londres je me serais simplement collidé sans s'être moqué d'elle. Ici, alors qu'elle s'étend plus ou moins sur soi-même, à sa façon lente et maladroite, en recueillant toute quiétude une impression mi-critique, mi-bienveillante, dont l'élément le plus amusant vient de ses professions de foi. Lorsqu'une histoire ne tourne pas à son honneur de personnage en vue, la palme revient à Will dans son rôle de conférencier, de penseur politique, de jardinier, d'artiste, de mari, d'intellectuel, dans tous ses rôles, enfin. Et j'avoue que ce matin, alors que faisant ressortir que nous vivons tout d'illusions,
Elle portait au nu l'intelligence de Will, je lui ai coupé ses effets d'un, qui est précisément une de ses illusions, ainsi rabrouée. Elle regimba un instant, puis reprit ses esprits et vit ce que je voulais dire, pas tout à fait, peut-être. Cependant, lente d'esprit, bardée de préjugés, de prétentions, d'idées politiques, de faux semblants, elle est sincère aussi, et nous avons parlé de Rupert. Mais j'ai réfléchi, chaque visite me laisse avec un sujet de réflexion, à cette manière de protester de ses convictions pour impressionner, que c'est futile, que c'est universellement répandu, seulement qu'à, pour une raison ou pour une autre, est plus franche, plus insistante que nous, du moins je l'espère. Dans une conversation, supprimer ce motif, qu'en resterait-il alors? Est-ce qu'il ne m'arrive pas bien souvent de sentir vaguement que je me glorifie de mon jugement, d'entrevoir le visage de ma vanité qui demande que je lui rende cet hommage, et puis je suis fâché contre Vita, qui ne m'a jamais dit qu'elle partait pour une quinzaine de jours à l'étranger, n'a osé me l'apprendre qu'à la toute dernière minute en prétendant que c'était un projet tout récent. Mais mon Dieu, cela m'amuse presque. Pourquoi cela me touche-t-il? En quoi suis-je touché? Jusqu'à quel point le suis-je? Je vais m'emporter, faire des reproches à Vita et la sonder jusqu'au tréfonds. Entre autres choses, il y a que ces Hilda sont une maladie chronique, et comme cette Hilda-ci ne veut pas disparaître, qu'elle n'a pas d'attache, il se pourrait que cela s'éternise. Et moi, fichu snob intellectuel que je suis, le 1 CR juillet, Vita était partie en vacances à Val d'Isère, dans l'intention d'y faire de la marche à pied, en compagnie de Hilda Matheson, 1888-19,10, alors titulaire d'un poste à la BBC, qui était devenue une de ses amies intimes détesterait d'être attachée à Hilda, ne fût-ce que par un bras. Je revois son visage de bois, sérieux, figé d'ambition, de compétence, alors quel qu'était un conseil pour résoudre cette grave question, qui interrogeait pour une émission, curieux très chez Vita que cette passion pour la petite bourgeoise sérieuse, intellectuelle, si terne et ennuyeuse soit-elle. Et pourquoi écrire cela ici? Je ne l'ai même pas raconté à Léonard, et à qui est-ce que je m'adresse lorsque je me livre à une page blanche? La vérité est que je cerne de plus près les sentiments, je crois, lorsque j'écris que lorsque je marche, que je vais jusqu'à frôler l'os, que j'ai plaisir à les exprimer, à m'en débarrasser, à me les rendre un peu plus vraisemblables. Il est probable que je ne dis pas tout, si bien que ce que je fais là équivaut, somme toute, à me confier. Pourquoi Samuel Pepys écrivait-il son journal? Après tout, il faudrait que je m'attaque à Mary Wollstonecraft. Je suis en plein dans mes 4 articles pour le Hérald 2, rognant sur mes phalènes, mais j'avais des épreuves d'une chambre à soie à corriger, et j'espère bien en avoir fini avec tout cela le 14 août, pour alors descendre pas à pas dans cette étrange région. Il faudra que je fasse une fameuse tentative en ce sens pour ce livre difficile. Et puis ensuite, toujours l'aventure. En tout cas, avec cette intuition qui me guide, je ne stagnerai pas. Vous pouvez choisir entre nous, dis-je, cessant d'écrire, et je trouvais une certaine satisfaction à composer des phrases caustiques. Mais, caustique, je ne le suis guère, seulement par à-coups. Jeudi 8 août j'écris ceci pour occuper un de ces moments prodigieux, un de ces moments pénibles, ridicules, troublants, qui me rendent presque malade, et pourtant, comment dire, je suis émoustillée aussi, je me sens libérée, et puis dégradée, hésitante et tout. J'ai donné son congé à Nelly après une succession de scènes que je m'épargnerai de rapporter. Et, 2. Pour ces articles commandés par le New York Herald Tribune voire plus haut, 13 avril 1929, note 1, 109, 11 à l'aide tire au plus fort de la colère que j'éprouve à chaque fois, j'ai plongé mon regard dans celui, fuyant, des petits yeux avides de Nelly, pour n'y voir que malveillance et dépit, et j'ai senti que la réalité était là désormais, que Nelly ne se soucie plus de moi, ni de une autre scène en rien, qu'elle est complètement au nu corps. 30 août, mes billes et ses réflexions me sont par ses craintes, ses charges, c'est d'un grand secours et point d'honneur de pauvre petite je me suis mise à rire servante timide. Et donc, pendant le séfichtrement à déjeuner, nous avons, elle et moi, réglé sommement la question. Et j'ai dit 2 mots à Nelly, qu'elle m'a pour ainsi dire arraché de la bouche dans son empressement à me montrer qu'elle est ravie, toute prête à accepter, dure et indifférente, scène pénible au bout de 15 années.
mais combien de scènes n'ai-je pas déjà subies, avec tout ce qu'elles ont de dégradant, et, si nous ne nous séparons pas maintenant, cela continuera indéfiniment. Ah, c'est que je les connais par cœur tous ces vieux arguments. Ce qui est nouveau et curieux, c'est d'y avoir coupé court, car, si nous avons donné congé à Nelly jusqu'en octobre, je ne pense pas que nous la reprendrons. Voilà une occasion de faire preuve de ces qualités mineures qu'exige la vie, entrain, détermination, fermeté, pour repartir sur un pied nouveau et meilleur. En fait, n'était la guerre, nous n'aurions jamais continué ainsi, je crois, mais comment savoir? Cela fortifie ma résolution de n'avoir plus de domestique à demeure. L'agit le mal qui gâche ces relations-là. Mais maintenant il faut que je retourne voir Mrs. Ton 7. Samedi 10 août enfin, grâce au ciel tout est terminé, décidé, le calme règne. Nelly, comme cela paraît loin, va rester. Oui, nous avons appris que Mrs. Ton 7 n'était pas disponible pour nous. Pendant 2 minutes j'ai fait preuve d'un courage héroïque, et alors, comme Nelly disait qu'elle pensait que 3. VW a écrit par mégarde, samedi 9 août Sandy Loa il est 11 711 Isalin à point 1er mai, Wuria à TMA, 111 111 TIRILIA, des 2.4 INF, ça met cela m'assomme par trop et je suis bien trop plongée dans un délicieux soulagement. Ayant à l'instant vu Vita et appris que l'histoire qu'elle m'avait racontée est très précisément exacte et Vita m'apportait des documents à l'appui. J'étais si contrariée que, comme une idiote, j'ai téléphoné à Hilda, toute bouleversée, elle aussi, et qui s'est montrée très simple et très franche et a reconnu la justesse de mon point de vue. Oh oui, elle n'aurait jamais supporté cela une minute, elle. Mais je me demande pourquoi cela m'ennuie à ce point de rapporter ce qui, sur le moment, m'a causé un si vif émoi. Mon peu de capacité pour la narration, vraiment, en cette affaire, j'étais beaucoup plus inquiète, fâchée, blessée et amère que je ne l'ai exprimé, même sur ma page blanche, mais aussi j'avais peur d'exagérer. En ce qui concerne Nelly, bien sûr que j'ai raison. C'est vrai qu'à ces pires moments elle se montre d'une vulgarité, d'un égoïsme, d'une malveillance presque intolérable. Mais, et voilà une remarque psychologique qui a son intérêt, elle est restée à l'état sauvage, n'a subi aucun dressage, n'a rien appris, reste dénuée, à un point quasi incroyable pour moi, de toute faculté analytique ou logique. Si bien que c'est voir un esprit humain se débattre tout nu, ce qui est intéressant. Et puis, au plus fort de mon horreur devant ce spectacle haïssable, je suis surprise de la bonté de la nature humaine à l'état brut. Sa nudité la rend encore plus impressionnante. Par exemple, Nelly croyait que je lui avais donné définitivement congé, mais, au lieu de s'effondrer, alors qu'elle n'avait aucun endroit où aller, de s'abandonner à la colère, à la rancune. Elle a pédalé jusqu'à Lewis pour nous rapporter de la crème pour le dîner, cela dans une intention sincère, je crois, il ne fallait pas nous laisser souffrir. Comment pouvait-elle nous abandonner sans cuisinière? C'est ce mélange que je ne puis comprendre et qui fait que je m'embourbe toujours si lourdement dans mes rapports avec elle. Elle a dit aussi qu'elle aurait beaucoup de peine à trouver une autre place puisque c'est la mode maintenant de n'engager que des cuisinières non logées. Cette phrase offre encore un exemple de mon inaptitude à la narration. Et cela va se reproduire encore, son animosité, sa malveillance, mais nous ne nous séparerons plus maintenant, je crois. Je suis contente de 111 constater que c'est plus dur que je ne le pensais de se séparer, au bout de 15 ans, et je suis contente, vraiment contente, en ce qui concerne Vita. Jeudi 15 août ces perturbations dissipées, j'ai eu la migraine, et 2 idées me sont venues à l'esprit, enfreindre pour une fois ma règle en écrivant sur l'âme, et reproduire un certain dialogue. Je me contente de prendre note parce que c'est l'heure du dîner. Nous rentrons de Brighton où j'ai emporté une humeur sombre. Si j'avais le temps je disséquerais ici un curieux petit fruit acheté, cette mélancolie. Elle accompagne la migraine, comme de juste. Et j'avais abouti à une impasse, à un cul-de-sac. En écrivant cet article condensé, où chaque mot est pareil à une marche taillée dans le roc, travail dur s'il en fut jamais, et rédigé principalement pour des raisons d'argent. Et qu'est-ce que l'argent comparé aux enfants de Nessa? Et puis le lundi 19 août sans doute j'ai été interrompu par le dîner. Et c'est avec un tout autre train de pensée que j'ai ouvert ce cahier pour y consigner le fait bienheureux que, pour le meilleur ou pour le pire, je viens à l'instant de mettre les dernières retouches aux femmes et le roman, ou une chambre à soi. Je ne le relirai plus sans doute.
Est-ce bon? Est-ce mauvais? On a conscience d'un certain effort, je crois. On sent que la bête arque le dos pour poursuivre sa course au galop. Mais, comme toujours, il y a beaucoup de délayage et d'inconsistance et le ton est trop aigu. William Plomé est venu passer la fin de semaine et reparti. Jeune homme réservé, qui ne s'exprime qu'en abrégé, recouvert d'une couche épaisse d'un vernis de savoir-vivre, qui convient par tous les temps et avec tout le monde, il débite, réduit à l'essentiel, une brève histoire très convenable. Mais à ce regard fou que j'ai un jour remarqué 112,11 AEI accent circonflexe à 111 NIAI, FIIP MIA1, Z de 31 NIAI FAT ILIAIF 50 qui 34 1 chez Tom, et il ne tend qu'à être le fidèle index de ce qui se déroule dans son fort intérieur. À une ou deux reprises il a failli briser sa carapace, alors que nous étions assis sur les grosses pierres ce matin, par exemple. Je ne pense pas que l'on sache à quel point je me sens à part de tous mes contemporains. Je crains de n'avoir vraiment pas été à la hauteur hier soir, à Charleston, et j'ai présenté des excuses pour cette réunion familiale 4. Non, ce fut délicieux, sauf que Clive Bell ne semblait pas à l'unisson. Que pensez-vous de Wynnum Lewis, de Joyce, Vere? Je n'aime pas les semonces, cela gâche la voix. J'aime les vieillards de 80 ans, tels que Moreillet qui n'ont jamais cessé d'exercer leur esprit 5. Exactement, c'est bien là l'essentiel, voilà mot pour mot ce qu'a dit William. Et les pères ne sont pas faciles à vivre. Le mien ne s'intéressait à rien. Ce n'est pas par choix que je loge chez Pinet. Je déteste la pose de Campbell 6. Autrefois il faisait voler un cerf-volant au bout d'une canne à pêche. William, il dit que le personnage est grotesque, s'efforce visiblement d'être comme tout le monde, lui, pour justifier sa vie parmi les indigènes et les colonels. D'où lui vient sa maîtrise de soi. À côté de lui Julien paraissait un enfant, et d'un camp un contemporain. Pouvait-il nous amener buts en visite? C'est un jeune homme très réservé, très indépendant, bien décidé à ne jamais se laisser bousculer en rien, et, n'ayant absolument pas d'argent, il donna 5 shillings de pourboire à Nelly. Je trouve qu'il tranche en bien sur les Raymond et les Frankie, qu'il paraît solide à côté de leurs brillants factices. Les Wolf emmenèrent William Plomé, voire plus haut, 12 mai 1929, note 4, déjeuner à Charleston le dimanche. Ce furent les participants de cette réunion familiale qui éprouvèrent le besoin de s'excuser auprès de Plomé. En déclarant que ce poète modeste et timide qu'était Plomé se considérait comme le descendant à la fois de Shakespeare et de William Black, VW avait créé un malaise général, voire il QB, page 236. Percy Wynnum Lewis, 1882-1957, l'écrivain et artiste agressif et discutailleur, était avec James Joyce, 1882-1941, exactement du même âge que Virginia Woolf. William Plomé avait fait la connaissance du poète Roy Campbell et de sa femme Mary en Afrique du Sud. Il avait même collaboré avec Campbell au lancement du Vursla, revue dont ils entendaient se servir comme d'un forêt ou d'un aiguillon sur l'arrière-train intellectuel de la communauté bovine des Sud-Africains. Anthony Butt, 1900-1941, peintre, ancien élève d'Eton, avec lequel Plomé s'était lié d'une profonde et étroite amitié, un 3SR, ri et même MBE accent grave FIP et voilà qu'en écrivant j'ai perdu mon envie d'écrire. Et je ne puis m'attaquer à la mélancolie, sauf pour dire qu'elle fut très atténuée par l'aveu de Nessa qu'elle était souvent mélancolique et qu'elle m'enviait, déclaration que j'ai trouvée incroyable. J'ai voulu m'asseoir sur trop de sièges à la fois, me dit-elle, nous étions dans sa chambre avant le dîner. La tristesse d'autrui assurément me ragaillardit. Et maintenant que j'ai rédigé mes petits articles brefs et ardus, il me faut à nouveau penser à ce fameux livre et descendre marche après marche au fond du puits. Ce sont là les grands événements et les grandes révolutions de ma vie puis les gens parlent guerre et politique. Je vais travailler ferme, tous mes freins vont être bloqués et mes ressorts rouillés. Mais j'ai bien gagné maintenant le droit de consacrer quelques mois au roman, et ma tristesse sera balayée dès que mon esprit ira de l'avant au lieu de tourner en rond. Mercredi 21 août Geoffrey Scott est mort d'une pneumonie la semaine dernière, à New York 8. Voyons que je réfléchisse aux souvenirs qu'il m'a laissés. J'ai fait sa connaissance à Florence, chez Mrs. Berenson. Nous étions allés déjeuner en ville, et il se trouvait là. On discuta de Francis Thompson neuf. Ensuite nous nous rendîmes à une réception chez Mrs. Ross. Mary de Grey arriva avec un de ses frères,
toutes deux se faisant passer pour des barnes, et ils durent avouer être des strachets pour que Mrs. Rose leur manifesta tant soit peu d'intérêt. Alors, nous entraînant tous au bout d'une pelouse, une terrasse, je suppose, dominant Fiesole, elle insista sur le fait qu'elle était la maîtresse de Meredith. J'étais malheureux Geoffrey Scott, qui mourut le 16 août 1929, à l'âge de 46 ans, avait jadis été l'assistant de Bernard Berenson, grand spécialiste de la peinture italienne à la Villa Tati que possédaient les Berenson. Aux environs de Florence Lee avait là pour voisine, et amie intime de Mary Berenson, née Pearsall Smith, mère de Karine et Rachel Costello, la formidable Jeannette Ross, née Duff Gordon, 1842-1927, qui vivait en Italie depuis 1867, et avait servi de modèle à Meredith pour plus d'une de ses héroïnes. Elle-même écrivit de nombreux livres, voire appendices pour la description Camden VW. Le poète Francis Thompson, 1859-1907. Mary Hutchinson, dont la mère, cousine de Lytton Strachey, avait épousé Sir Trezarne. Le frère en question était Sir James Strachey Barnereuse cet été-là, cruel dans mes jugements, et je ne me rappelle rien de Geoffrey Scott, sinon qu'il appartenait à la société artificielle de Florence et, par conséquent, étant donné mon état d'esprit, je le trouvais méprisable, grand et mince, familier, prétentieux, plein d'aisance alors que moi j'étais rustique, provincial, mal habillé. Cette impression resta donc en suspens, faute d'une seconde, jusqu'à un certain soir d'été, en 1925, je crois, à Lombarne. Venu là en automobile avec Dottie et Vita pour ma première visite, j'étais restée timidement assise dans l'auto, les voyant, non sans éprouver un certain malaise, échanger des caresses et arrêter la Rolls-Royce pour acheter d'énormes paniers de fraises, et là encore, je m'étais sentie, non pas provinciale, mais mal habillée, pas à la hauteur. Donc je mis pied à terre sur la terrasse de Lombarne, et voilà que s'avançait Geoffrey avec le même sourire un peu dédaigneux que jadis, et nous nous serrâmes la main. Harold Nicholson se tenait derrière lui, beaucoup trop carré et solide pour mon goût. Ce soir-là nous prîmes place dans la grande salle, et lorsqu'Harold, assis sur la barre de la cheminée, heurtant de la tête la frange du tapis italien de la tablette, commença d'avoir sommeil, Geoffrey vint se joindre à nous et, encouragé par Dottie, se mit à raconter des histoires pour m'amuser, ce qu'il fit fort bien. Je m'en souviens, tout en ayant oublié le sujet de ces histoires. C'est un homme habile, me dis-je, et je tentai de le situer, pour conclure qu'il m'en voulait plus ou moins d'appartenir à un cercle qui lui inspirait un certain respect, mais dont il était exclu. Il me déclara, je me le rappelle, qu'il était incapable de distinguer un article de moi d'un article de Lytton ou de Morgan dans La Nation, que nous usions tous du même style ironique, et il m'a semblé qu'il disait cela pour me prouver, alors que nous étions les deux mauvais sujets de cette soirée-là, qu'il ne se laissait pas prendre à nos petits trucs et n'avait aucun respect pour eux. Puis le lendemain nous allâmes à Knoll et là encore, comme à Florence, il se montra tout à son affaire. Il connaissait chaque meuble, chaque pièce d'argenterie, il appelait Lord Sackville Lionel, comme s'il l'avait connu intimement. 11. Ce fut, en fait, en 1924, voir IVW Journal, 5 juillet 1924 à 5 depuis des années, tout comme il connaissait ainsi que Vita, les Ross et les Berenson. Grand et brun, avec son visage distingué de raté, il me rappela un peu Bernard Rollandous et autres jeunes gens brillants qui restent jeunes et brillants bien avant dans la quarantaine, sans avoir jamais rien fait pour prouver ce brillant. Harold rentra à pied à travers le parc, pour réfléchir à je ne sais quelle allocution sur Byron, ce qu'il déclara sans embâche à mon grand amusement et à celui de Geoffrey, je crois. Les autres, Dottie, Vita, Geoffrey m'accompagnèrent à la gare, et là j'ai dit au revoir à Geoffrey, et je ne devais jamais plus lui parler. J'avais l'impression que Dottie, Vita et Harold formaient une coterie à eux seuls, très étroite, très intime, et d'ailleurs je le leur dis quand ils s'attaquèrent. Là j'ai dit au revoir à Geoffrey, et je ne devais jamais plus lui parler. J'avais l'impression que Dottie, Vita et Harold formaient une coterie à eux seuls, très étroite, très intime, et d'ailleurs je le leur dis quand ils s'attaquèrent à moi, comme toujours, à propos de Bloomsbury et de ses murs bien clos. Mais il en va de même avec vous,
Vous me faites sentir que vous êtes tous très intimement liés. Ils le nièrent à moitié, mais seulement à moitié. Car, comme je l'appris plus tard, j'avais fait irruption parmi eux au plus fort de la liaison de Geoffrey et Vita. La passion de Geoffrey flambait très haut ce mois-là précisément, ou cette semaine-là. C'est à cette époque que Vita la lui retourna, pour un moment, qu'il l'abjura de quitter Harold pour venir vivre avec lui. Après cela mes rapports avec Geoffrey ne furent plus faits que de oui dire. J'eus des messages, car il me dit que sa mère voulait arranger une rencontre entre lui et moi, des explications ensuite par Vita qui me raconta comment il l'avait attendu, comment il avait quitté la villa Médicis et Lady Sibyl à cause d'L13 et qu'il rangeait son frein dans un mets du côté de Regence Park en l'attendant alors même qu'elle Square, à Centre-Tella, à Tavistock-Nir avec moi la soir, me dit-elle. Il avait failli l'étrangler, l'avait saisie à gorge, si bien qu'elle était devenue violette et qu'il avait peur. Et j'ai su sa fureur sur les collines dominant Rodmell, tard un soir de ce même été, alors qu'il rentrait, de chez Lady Sackville, je voir plus loin, note 14. Geoffrey Scott avait épousé en 1918 Lady Sibyl Cutting, veuve et elle propriétaire de la villa Médicis à Fiesole. Sa liaison avec Vita Sackville-Ouest commença en automne 1923 et, caractérisée par une violente passion, ne dura même pas une année entière suppose. Vita, voyant les lumières allumées dans la vallée, avait fait la remarque que j'étais là en bas, endormi. Sur ce, Geoffrey entra de rechef en fureur. Ils rappelèrent les chiens qui étaient partis en chasse, le vent lui arracha son chapeau, il parla de moi comme de cette femme. Je l'ai aperçu encore une fois, en tenue de soirée, au ballet, escortant Lady Colfax. Et ensuite je ne l'ai plus jamais revu. Il est mort à New York et qu'adviendra? On m'a offert-il de tous ses papiers concernant Box 2 numéro livre Welk à la biographie qui devait le rendre pour l'écrire immortel ne sera jamais écrite. Il demeure à jamais le jeune homme brillant. Et j'ai par mégarde tourné 2 pages à la fois. Peut-être avant d'être obligé de rentrer, l'idée me viendra-t-elle d'un autre personnage auquel les consacrer en revenant en arrière. Il fait une soirée délicieuse et j'ai envie de rester dehors, d'essayer ma nouvelle plume. Personne n'est mort, à ma connaissance, qui soit d'un grand intérêt. Et, s'il faut en venir à noter des propos, la vérité est que sauf dans les romans les gens n'en tiennent pas. Eh bien, va pour Bernard Rolland alors, puisque je l'ai mentionné 15. Mais je n'arrive pas à mettre la main sur une première rencontre, ni même sur une seconde. Je crois avoir entendu parler de lui quand j'avais, voyons, 10 ans. Il venait de se fiancer à Hélène Ducourt. Stella dit à maman, mais ils savent ce qu'ils pensent alors aux autres paroles qui me firent supposer qu'il y avait quelque chose d'obscur et d'étrange chez ce jeune homme. Quelque chose qui aux yeux de Stella paraissait mal accordé à la simplicité et au conventionnel de sa tante et de son oncle Ducourt. Puis cette petite lumière bien révélatrice s'éteignit et il n'y a plus que des rumeurs sur Bernard jusqu'en 1902 ou 1903, à sa mort. Geoffrey Scott avait entrepris de préparer les papiers de Boswell pour la publication, voire plus haut, 30 juin 1929. Point. Pour l'offre notée plus tard en marge, voire plus loin, 1er mars 1930. Bernard Rolland, 1856-1926, fils du révérend F. J. Holland, chanoine de Canterbury et de sa femme Mary Sibylla, née Lyall, passé par Eton et Trinity College, Cambridge. Se fit inscrire au barreau en 1882, on se fut secrétaire particulier du duc de Devonshire de 1892 à 1894 et du secrétaire d'État aux colonies, de 1903 à 1908. En 1895 il épousa Florence Helen Duckworth, cousine de la demi-sœur de V.W., Stella Duckworth 117 titans. Dorothée assaisement mena alors faire un séjour à l'improviste à Canterbury, chez le chanoine Holland, et Bernard se trouvait là. Il était rébarbatif avec ses gros sourcils qui se rejoignaient presque, ses joues creuses, son air sombre, sa haute taille, et tout autour de sa personne planait cette réputation de brillant et d'originalité, plus authentique à présent que celle dont il avait joui jadis, à Cambridge. Ce pauvre Bernard, c'est un génie, et j'ai entendu dire une fois à Aristophane. Il m'intéressait parce que je lui prêtais de l'imagination, qualité qui manquait le plus à mon père et à ses amis agnostiques, selon moi. Bernard avait rassemblé et annoté les lettres de sa mère pour les publier et elle m'avait plu d'un point de vue sentimental, car je leur trouvais un je ne sais quoi d'imaginatif aussi,
de coloré, de réfléchi et d'intime. Contrairement aux écrits de la famille Estefan, ce fut donc avec intérêt que je considérai Bernard dans la salle basse, sous la cathédrale, et j'espérais même qu'il me trouverait intelligente, imaginative ou je ne sais quoi. Mais je doute qu'il ait vu en moi autre chose qu'un appendice de Dorothea. Il avait de mystérieuses occupations, trempait vaguement dans la politique et fréquentait plus ou moins les membres du gouvernement. Les Lititons le tenaient en très haute estime, et on le soupçonnait d'être beaucoup plus doué et capable que Tho 18, mais il était trop génial, trop bizarre, trop à part pour entreprendre quelque chose par lui-même. Et lent, d'une manière bien féminine, étayait cette interprétation de Bernard. Elle errait, l'œil vague, les pommettes rouges, extasiée, confite en dévotion, pareil, me disais-je, à quelques personnages féminins d'un roman de Charlotte Yonge 19. On nous emmène à voir une sœur de Mary Sibylla, qui nous dit en étreignant sa tasse à thé que chaque fois qu'elle entendait le tonnerre, elle s'imaginait que quelqu'un mourrait foudroie. Et voilà que toute cette sorte d'imagination refaisait surface. Bernard Fitzjames Stephan est cousine de V65, 16. Dorothea Jean Stephan, 1871, 1965, la dernière des enfants de Sir James de l'été, un Mary Sibylla, présentée par son fils, Bernard Roland, 1898. L'influence et des liens avec l'Église et l'État. L'élite Le Thon était OPE, vaste famille de l'aristocratie qui avait de Charlotte Yonge, 1823-1901, offre une vue de la vie tout après louvoyait dedans, gardant ses distances, en intellectuel, silencieux, approuvant peut-être, maïs toujours sans maudire. Elle en jouait de petits morceaux mélancoliques de Beethoven qui m'émouvaient, mais Bernard dit brusquement, d'un ton cassant, qu'est-ce que c'est que ça, du Gilbert et Sullivan pour flétrir la sentimentalité de sa femme, sans doute. Et ensuite, quand il fut question de rentrer par le train tous ensemble, il y mit le holà. Il devait être seul pour travailler, dit-il. Je suppose donc que je ne lui fis pas la moindre impression, et j'en reçus une qui n'était pas entièrement favorable. Son pessimisme était affecté, pensai-je, à moins qu'il ne tînt à une imagination vraiment démesurée. Je lus le livre qu'il publia à son nom d'auteur, sur sa conversion au catholicisme, et j'en reçus une faible et attrayante bouffée d'un univers peuplé de gens très brillants et préoccupés de leur âme, un monde semi-mondain, semblait-il, passablement prolixe, presque trop clair, trop raisonnable et réfléchi, mais quand même attirant et singulier. Et puis j'ai rencontré Bernard encore chez Ottoline, alors que j'étais plus âgé et lui mieux affirmé, en ce sens qu'il demeurait sardonique et caverneux, mais était moins maigre et taciturne. Il flirtait, ce fut évident même pour moi, avec Ottoline, faisait partie de ces jeunes gens distingués qui se montrent très brillants lorsqu'ils dînent en ville, comme Herbert Paulvin peut-être, sortent sans leur femme, laquelle est sourde ou folle, ont de l'influence en politique, écrivent des articles et flirtent avec les grandes dames titrées. Ottoline me dit que Bernard avait écrit un sonnet sur elle, après un autre grand dîner. Par la suite, il se convertit au catholicisme. Il écrivit une énorme biographie du duc de Devonshire. Il écrivit une copieuse histoire de la famille Holland 21, mais c'est bien tout ce qui sortit de ses airs Herbert Watfield Paul, 1853-1935. Avait été président du syndicat d'Oxford des membres du Parlement pour le Parti libéral avant de se ranger dans la fonction publique et de se mettre à écrire des biographies et des ouvrages d'histoire. Il avait épousé la belle-sœur de Lady Ritchie, qui n'était autre que la tante Annie de V.W. de Life of Spencer Compton, duc du Devonshire, 2 volumes, 1911, et de Lancashire Holland, 8 illustrations and pedigree, 1917. En 1923, Bernard Roland publia Relief and Freedom, Foi et liberté, plaidoyer à l'usage du peuple en faveur du catholicisme 119 imagination, de son génie, et, à sa mort, il y lugubre, de son âne aux 2 ans, personne, pas même un de ses amis, n'envoya aux Times une notice sur lui. Jeudi 22 août donc, j'ai toujours la ressource d'écrire ici pour occuper la demi-heure d'avant le dîner. Pendant ma promenade, je me suis dit que je commencerais par le commencement. Je me lève à 8h30 et traverse le jardin. Ce matin, le temps était à la brume, et j'avais rêvé d'Edith Sitwell. Je me débarbouille et je vais m'attaquer au petit déjeuner qui est servi sur la nappe à carreaux. La chance aidant, j'aurai peut-être une lettre intéressante. Aujourd'hui il n'y en avait aucune.
Ensuite, je prends un bain et je m'habille, puis je viens ici pour écrire ou corriger pendant 3 heures, étant interrompu à 11 heures par Léonard qui m'apporte du lait et parfois les journaux. À 1 heure, déjeuner, aujourd'hui petit pâté rissolé et flan au chocolat. Après déjeuner, court moment de lecture et cigarette et vers 2 heures je chausse de gros souliers, je prends paquet en laisse et je sors. Cet après-midi j'ai gravi la colline d'H&M pour m'asseoir 1 minute ou 2 au sommet et puis je suis rentré en longeant la rivière. Thé à 4 heures environ. Puis je viens écrire quelques lettres ici, suis interrompu par le courrier, qui contient une nouvelle proposition pour des conférences. Ensuite je lis un livre du prélude et la cloche ne tardera pas à sonner. Nous dînerons et puis nous écouterons de la musique. Je fumerai un cigare. Nous lirons du La Fontaine ce soir, je pense. Puis les journaux. Ensuite, au lit, voyons que je copie ici quelques lignes que je voudrais conserver dans ma mémoire. L'objet qui nous retient maintenant peut fort souvent paraître manquer de dignité. Facile, il ne sera pourtant point méprisé par ceux qui, regardant en eux-mêmes, ont vu les liens qui retiennent ensemble nos moments périssables et les étranges appuis, grâce auxquels cet univers de la mémoire et de la pensée existait peut durer. Elles sont extraites du 7e livre du Prélude. Excellente citation, je trouve. Mais cette ébauche squelettique de ma journée demanderait à être rehaussée de toutes sortes de couleurs variées. Aujourd'hui il faisait gris et venteux sur le chemin. Hier, temps généreux et dégagé. Soleil jaune inondant les blessés, chaleur dans la vallée. Ces 2 jours diffèrent énormément, tous deux sont parmi les plus heureux de ma vie, c'est-à-dire parmi ces jours heureux qui se confondent, mûrs, suaves, pleins de santé, le pain quotidien, car rien d'étrange et d'extravagant n'est survenu. Simplement la journée s'est déroulée tout droit, harmonieusement, selon ce que la vie peut offrir de meilleur dans un pays comme celui-ci, ce qui me fait souhaiter d'en obtenir encore beaucoup d'autres semblables, des mois entiers. Maintenant que me voilà débarrassé de l'angoisse et de tiraillements que me causait mon petit livre et me article, mon cerveau semble se remplir et se dilater, devenu physiquement paisible et léger. Je commence à le sentir, s'emplir en toute quiétude, après toutes les torsions et compressions qu'il a subies depuis que nous sommes ici. Elle donc sa partie inconsciente se dilate maintenant, et lorsque je me promène je remarque les blés roses et le bleu de Kaplan, remarque une infinité de choses que je ne nomme, même pas puisque je ne songe à rien de particulier. De temps en temps je sens mes pensées prendre forme comme un nuage éclairé par le soleil et quelque idée, résolution ou image surgit, mais c'est pour qu'elles poursuivent, comme les nuages, leur course par-delà l'horizon, et j'attends qu'un 22 de maté des détails USNO, mais CM, Tomani, n'était dignifié au 9 nord ardu, I would not be scorned by them who, looking à noir. Have observed the leaded bin de perishable or of life et achto de odor and de curieux probably the world of memory and tuct. Exist and is sustained. Wordsworth, le prélude, version de 1850, livre 7, 458 à 466, 121 autres se forment tranquillement où je n'attends rien, peu importe 23 j'ai vu un tableau, Phil Burne Jones assis place Saint-Marc en vêtements de soirée, seul par un soir doux, en 1912, à l'époque de notre lune de miel. L'air dissolu, essolé, on aurait dit un Pierrot vieilli et maussade, vêtu d'un pardessus léger et montrant un visage blafard, inepte, crispé et d'aspect sénile, qui se figeait dans une mimique de chagrin, d'empressement, de déception. Il était là, attablé seul à un guéridon de marbre, tandis que la foule autour de lui paradait et papotait aux accents de l'orchestre. Il n'avait personne pour lui tenir compagnie, aucune de ses élégantes amies, personne avec qui bavarder de sa voix affectée, appuyée, personne à qui faire des compliments extravagants, ponctués de ma chère et de chérie, ni avec qui éclater de ce rire hennissant, jadis à la mode, et qu'avait lancé, je crois, Burne Jones en personne. Philippe était une sorte de débauché, de dégénéré, qui dilapidait des milliers de livres sterling rapportés par ses femmes blêmes dans l'escalier 24, les dépensant en liaison, en objets de luxe, à un rôle de célibataire à la mode, et de parrain, fait auprès des traits et des tailors, et autres sémillantes jeunes dames, mais au fond un homme très timide et conventionnel doté d'un goût atroce en peinture, probablement, mais d'un vrai savoir-faire avec les enfants. Lowell 25 l'avait remarqué à Steve, et je lui suis encore très reconnaissante des dessins qu'il nous faisait. Il a désormais sa place dans la galerie des brillants jeunes gens de 50 ans,
puisque cela fait 1 an ou 2 qu'il est mort. Le plus agréable de ma promenade cet après-midi fut assurément le sommet de la colline qui mène à Jules Corner. Philip Burne-Jones, 1861-1926, était le fils d'Edward, le peintre pré-raphaélite, qui lui avait laissé en 1898 un titre de baronnet. Artiste fantaisiste, doué pour la caricature, Philip Burne-Jones avait mené une vie frivole de mondain et ses femmes blêmes dans l'escalier est une allusion au tableau du père de Philippe l'escalier d'or, peint entre 1871 et 1880, qui se trouve à la Tate-Galerie. Lettré désigne les 3 filles d'Eluré de sœur Herbert Beerbaum, et les Taylor, Viola et Una, les petites filles de sœur Henry Taylor, voire plus haut, 8 novembre 1928, note 12. James Ruellwell, 1819-1891, poète et homme de lettres avait été parrain de V.W. ambassadeur des États-Unis à Londres, de 1880 à 1885, et il était effectivement le 122 Catherine Ilua, à 11 îles 1,1, et âgé oui, mais il y a des jours de cela. J'ai vu une femme en blanc, assise contre les amoncellements de neige d'un ciel bleu et blanc, et un enfant en bleu. J'ai vu toutes les collines s'assombrir et s'éclairer. Mais on est maintenant le lundi 2 septembre et j'écris ces mots parce que l'un, oui, c'est là maintenant, est en train de lire au jardin, que je suis vidé à force de conversation et ne puis commencer les phalènes comme je le devrais ni rabibocher une bonne fois ces vieux articles. Hier fut une longue journée très éprouvante, tâche difficile que de s'entretenir dans le verger avec une jeune femme que l'on ne connaît presque pas, une très charmante jeune femme, possédant cette essentielle aridité, je ne trouve pas le mot, que les jeunes femmes ont si souvent, sans illusion sur elles-mêmes, une honnêteté engendrée par la pauvreté, se débrouille à Londres avec 200 livres par an, tout ce qu'elle gagne, paie son éco semaine après semaine, grâce à des articles. Et son père, pasteur presbytérien à Aberdeen, dispose de 600 livres et en disposera de 400 pour sa retraite, alors qu'il a 5 enfants. Elle n'aura donc jamais un sou à elle. Tout cela engendre une sorte de probité, de lucidité et d'austérité que je préfère peut-être au luxuriant sous-bois qui entoure Doty. Un jardinier de plus ou de moins, un vase perçant de plus ou de moins, qu'est-ce que cela peut faire? Sa vie est encombrée et oisive, mais l'un connaît chaque objet de sa chambre, elle a économisé pour les acheter, aussi sont-ils juste ce qu'il lui faut et bien entretenus, mais qu'en est-il d'elle-même? Oh, j'en ai par-dessus la tête de parler et d'analyser. Ce livre se formerait en moi si seulement je pouvais laisser mon esprit dormir, calme comme une mer sans marée, mais tous ces derniers temps je le défonce en surface, détruisant la végétation enfouie. Peu importe, après-demain où je vais La Lloyd Irvine, 1901-1973, avait fait la connaissance des Wolf en soumettant des poèmes à la NEA et un roman à la Hogarth Press, qui ne le publia pas. Mais, s'il n'avait pu accepter ce roman, L.W. pensait suffisamment de bien des écrits de la jeune femme pour l'inviter à donner des articles de critique à la NEA 123 chez Vita. La solitude commence. Je passerai un mois à ruminer. L'un possède cette austérité. Elle est directe et raisonnable, elle se rend ouvertement au in.c, mais n'est pas très avancée, dirais-je. Sur le plan c'était une supposie sexuelle. Elle n'a jamais eu aucune temps optimiste qui, ne faiblesse pour des jeunes gens, n'y s'est pas réalisée pour le vin. Elle a un petit quelque chose qui évoque le sang-froid, le raisonnable et qui lui vient de son théologien de père et d'une ascendance de paysans écossais, sans doute. Elle s'y connaît en littérature anglaise et elle est ce que les jeunes femmes sont, ou furent, bien rarement, un critique éclairé. Elle donne son opinion avec précision et méthode, un peu comme Jeannette Waugham le ferait dans un procès. À propos, Jeannette était ici la semaine dernière. Cet esprit discipliné et nouveau est bien étrange. Il semble exclure, trop radicalement peut-être, l'enthousiasme. C'est curieux de constater comme tout est pesé, critiqué, et de voir des paroles sobres et perspicaces aller de pair avec ce visage innocent aux bonnes joues roses et avec ses candides yeux bleus. Elle décida de consacrer un peu d'argent à de la poudre de riz, sortie pour s'en procurer une certaine marquée. Au lieu de cela,
cette triste soirée, ces bottes sortent du sable. Ça devait être affreux à voir G2. Annie Wells Ford, chargée de cours d'anglais à Ami de Lloyd Lavinan et Wynnum College, était une. Je viens de lire une ou deux pages de Samuel Butler 3 pour me débarrasser de l'arrière-goût que m'a laissé dans la bouche la vie d'Alice Meynell 4. On aspire vraiment à du brillant, à des récriminations. Néanmoins je suis intéressée, et un peu dépitée par le style hermétique de Meynell. Et je pense aussi à ce que ces gens avaient, que nous n'avons pas, une certaine affabilité, une certaine grâce, des certitudes. On croyait alors à des choses auxquelles nous ne croyions pas. Elle avait 7 enfants, écrivait environ 5 paragraphes par jour pour des journaux mondains et le reste, sans jamais se départir de ses airs sacro-saints, et elle était également très gaie, spirituelle, peut-être, et aguerrie à l'extrême par toutes sortes d'aventures, de genre de vie. Est allée en Amérique pour y donner des conférences qui lui rapportaient 15 livres chacune, et ces 15 livres, elle les retournait à Wilfrid, pour l'aider. Mais ce n'est pas tout à fait cela que je veux dire. Quand on lit une biographie, on la compare beaucoup à sa propre vie. Ce faisant, j'ai pris conscience d'une certaine aménité, d'une certaine dignité dans sa vie, comparée à la nôtre, même à la nôtre à l'heure actuelle. Pourtant vivre ainsi serait intolérable, je trouve, si faux, si compliqué, tout ce langage apprêté, cette suavité, cette charité. Viola ne peut s'empêcher d'y ajouter encore du sucre, morceau après morceau. Seuls 2 détails piquants, et par conséquent mémorables, surnagent, sa mère décourageait l'amitié. Le vieux Coventry Petmore, en qui elle voyait l'égal de Shakespeare, se plaignit d'avoir perdu la première place dans ses amitiés et se retira, sur quoi il regagna seul le salon, car elle détestait exprimer ses sentiments. De même qu'elle détestait les longs récits de maladie et de mort dans les biographies, et, malade et proche de sa fin, détournait le visage quand son fils voulait l'embrasser, et ne lui abandonnait qu'une main. En second lieu, cette admiration bizarre qu'elle avait pour Chesterton, eut ses jeux été en maîtrise de Note-Boff Samuel Butler, les carnets de Samuel Butler, un choix de texte, présenté par Henry Festing Jones, fut publié pour la première fois en 1912. Alice Meynell, à mémoire, essai sur Alice Meynell, de la plume de sa fille Viola Lenel, 1919. Alice Meynell, née Thompson, 1847-1922, poète et essayiste, avait épousé le journaliste et rédacteur Wilfred Meynell en 1877. Ils eurent 3 fils et 4 filles, dont une bonne part, à mesure qu'ils grandissaient, étaient logés dans des chaumières du domaine de la Veste ferme que les Meynell possédaient dans le Sussex, Agréatam corpulent. J'aurais pu faire un autre Chesterton, toutes ses opinions étaient bizarres, biaisées et d'une pédanterie figée. Mais quel prodigieux soulagement ce serait si Viola voulait bien renoncer à être explicite et précise pour nous dire quelque chose d'improvisé et d'ordinaire, seulement elle en est incapable. Son esprit porte un corset baleiné. Catherine Mansfield a raconté un petit séjour qu'elle avait fait chez elle, dans le Sussex. Tous les Meynell installés dans des granges et des chaumières, et leurs filles occupées à chanter de longues et monotones ballades, et puis qui, voulant opérer un contraste sans doute, et surprendre par leur entrain une profane, dirais-je, entonnaient tout à trac des chansons de music-hall, qu'elles avaient apprises de leurs beaux-frères. Catherine les décrit comme autant de Burne-Jones, des sirènes aux longues et épaisses chevelures, qui chantaient ces couplets en pinçant les cordes d'instruments moyenâgeux. Mrs. M était assise non loin. Quant à moi, je l'ai vue en 1910, chez Mrs. Rose 5, et l'ai entendu citer ce fameux dicton sur le climat, et puis, là, elle entra en extase dans un omnibus. J'ai consigné mon regret d'avoir rencontré en chair et en os une femme poète, car elle était poète aussi. Il me vient à l'esprit qu'un ou 2 petits poèmes survivront à tout ce que mon père a jamais écrit. Mais c'est curieux ces comparaisons qui vous viennent au fil de la lecture d'une biographie. Je constate toujours qu'il n'y aurait guère de bien à dire de moi. Mercredi 4 septembre, je crois, je rentre à l'instant de Lombarne, autrement dit de la forêt d'Ashdown, où elle est venue me chercher et je viens de manger une poire toute chaude de soleil et, ruisselante de jus, et j'ai songé à ce procédé. Placé à part dans les phalènes l'esprit solitaire comme s'il s'agissait d'une personne. Je ne sais, cela paraît possible. Et ces notes montrent que je suis très contente. 5. VW a décrit un thé en compagnie de Mrs. Rose. Apogeo Gérardi, pendant son séjour à Florence,
en 1910, et ses impressions sur Alice Meynell dans son carnet de Grèce et d'Italie, 1906-1910, dont une copie se trouve parmi les MFIP, Sussex, voire appendice 226 RIRI 17, 171 T 171 TRI-RNR, je jurerais que c'est la journée la plus chaude de l'année, le jour de septembre le plus chaud de ces 20 dernières années. Les journaux le proclameront peut-être demain. À Lombarne, il faisait vraiment trop chaud dans le jardin. Les enfants étaient grognons. Nigel tournait en rond à bicyclette entre les massifs de fleurs. Eh ben, étendu de tout son long sur le banc, disait d'une voix triste et posée, « Nigel, tu n'es pas bien, tu n'as pas l'air bien. Bosky se dit que tu ne vas pas bien. Maman, il devrait se laver les pieds Vita, de la fenêtre, mais il se les a lavés ben, ma foi, il les a de nouveau sales. Bosky fit son apparition avec un horaire. Les heures d'écart ne conviennent pas pour les enfants. Il ne pourrait pas rentrer de Fairlawn avant 8h Vita, alors téléphoner à Mrs. Caselle pour prévenir qu'il leur est impossible de faire le trajet. Il faut que j'aille leur dire que ce sera pour une autre fois. Elle gagne la chambre de Harold où les enfants travaillent avec Monsieur O'Connor et se les prévient. Nigel se met à protester mais elle ne cède pas et s'en va. Tout ceci s'est déroulé par une chaleur torride. Il faisait très chaud dans l'automobile. Georges Neuf apporta une bouteille de limonade. Nous dînâmes au milieu des pins, dans la forêt d'Ashdown, après quoi nous nous étendîmes de tout notre long, moi avec mon chapeau de paille sur la figure. Puis elle nous rejoignit ponctuellement à 4h, à Dudimant, non, ce n'est pas ce nom-là 10, et nous allâmes sur la lande, où nous nous assîmes sur une sorte de haut feuilles épineuses, pour parler de la lettre de Harold. Il dit que les poèmes de Vita ne méritent pas d'être publiés. Elle reste très calme et très modeste, et ne paraît pas bien affectée. Jamais ne vit on poète aussi peu ombrageux. Mais un vrai poète peut-il n'être pas ombrageux? Toute cette dernière année Bosky, Audrey Le Bosquet, avait été la secrétaire de Vita. Fairlawn, la demeure des Casalets, se trouvait à Tonbridge. Vincent Mansfield O'Connor, 1904-1930, directeur d'études à Eton, faisait office de précepteur auprès des petits Nicholson pendant les vacances d'été. Georges Ton cet été le maître d'hôtel des Nicholson. Le lieu où LW rejoignit VW est probablement du Dleswell, à peu près à mi-chemin de Monkshods et de Lombarne. Harold Nicholson avait écrit pour déconseiller à Vita de publier King's Docté, fille de roi, recueil de poèmes, dont certains étaient à tendance lesbienne. Il devait cependant paraître dans la collection des poètes vivants de la Hogarth Press, en octobre 1929. 127 Elle se montrait exactement comme d'habitude, marchant à grands pas, respirant le luxe, en bas de soie, jupe et corsage, l'air dégagé, absent, parlant d'abondance et tranquillement au précepteur des tons, jeune homme admirable, au nez droit et aux dents blanches, qui alla se coucher, ou regagner sa chambre, de bonne heure, nous laissant seuls. J'observai que les garçons l'appelaient Heure et qu'il s'inclinait sur sa main, pour des salam alek, puis qu'il embrassait Vita, et combien tout cela évoquait l'Angleterre, l'été, la haute société, combien c'était agréable et sans affectation. J'avais l'impression que cela se pratiquait depuis 1000 ans. Du moins je puis me rappeler des étés semblables à celui-ci, flanelle blanche et tennis, mère et précepteur, demeures anglaises et dîners où les papillons de nuit se prenaient à la flamme des bougies, où la conversation roulait sur des tournois de tennis, et des dames m'invitant pour le thé tout au long de ma vie. Oui, si agréable, si peu affecté, on pouvait croire à un fleuve profond et régulier, coulant sans remous entre d'étroites berges. Ce genre de choses nous le faisons désormais à la perfection. Ce n'est pas intéressant, mais, du fait de son admirable perfection, de son invariabilité, cela éveille ma tendresse. Nelly est sortie cet après-midi et a ramassé, je crois, 7 livres de mûres destinés à des confitures. Voyons, n'oublions pas que c'est sa manière de me remercier d'avoir reçu Lottie. Après tout, elle n'en a point d'autre, et j'ai tendance à l'oublier. Lundi 16 septembre, Léonard fait un pique-nique à Charleston et moi, je suis ici, fatiguée. Mais pourquoi suis-je fatiguée? Eh bien, je ne suis jamais seule. Là est la source de mes doléances. Je suis moins fatiguée physiquement que psychologiquement. J'ai sué sang et eau sur des articles de journaux, des corrections d'épreuves, en même temps que prenait forme en moi mon livre, Les Phalènes. Oui, Niel il se forme très lentement, et j'aspire, non pas à l'écrire, ni à y réfléchir 128 pendant, mettons,
2 ou 3 semaines pour atteindre à ce même courant de pensée qui doit tout submerger, écrivant peut être quelques phrases ici à ma fenêtre, le matin, et dire qu'ils sont allés à quelque endroit ravissant, justement peut-être, par cette étrange soirée de brume, mais à l'instant de partir, moi, je n'avais d'autre désir que de me promener seul sur les collines. Maintenant, comme il est inévitable, je me sens un peu isolé, abandonné, frustré, et chaque fois que je me plonge dans ce courant de pensée, on m'y arrache brusquement. Nous recevons les 111 Kens. Ensuite Vita est arrivée, puis Angelica et Eva. Enfin nous sommes allés à Worthing 12 et j'ai commencé à avoir des maux de tête, et me voilà donc ici, qui n'écrit pas, ce qui est une chose sans importance, mais non celle de ne pas penser, de ne rien sentir, de ne rien voir, alors que je me suis emparé comme d'un trésor d'un après-midi de solitude. Léonard vient à l'instant de se montrer à la haie porte vitrée. Ils ne sont pas allés à Hurst-Monseux, ni nulle part, et Sprott est venu 13, ainsi qu'un mineur, si bien que je n'ai rien manqué. Réaction première de plaisir égoïste. Vraiment, ces prémonitions d'un livre, ces états d'âme propres à la création sont très étranges, et on les comprend mal. Une réflexion encore, rien n'est aussi fatigant qu'un changement d'atmosphère. Je suis plus brisée et incohérente après un après-midi passé avec la mère de Léonard qu'après 6 heures, non, 6 jours, en compagnie de Vita. Vanessa ne compte pas. Le prodigieux changement de régime qui s'opère réduit en miettes mon mécanisme. Et changer d'atmosphère, je n'ai fait que cela et, ce qui est pire que de le faire, je l'ai appréhendé. J'ai fait le compte à rebours des jours et senti Worthing planer au-dessus de moi de façon menaçante, et puis, toujours sur le plan psychologique, avoir le 13 septembre, lors d'une des habituelles visites filiales de LW à sa mère, niché dans un hôtel de Worthing pour l'été, les Wolf emmenèrent Nelly Boxall ainsi qu'Angelica et son ami Eviunge. Les petites filles passèrent alors la nuit à Monxods. Walter John Herbert, Sébastien Sprott, 1897-1971, membre de la Société des Apôtres à Cambridge, avait été nommé maître de conférence en psychologie au collège universitaire de Nottingham. 129 Nelly dans la voiture met une fatigue, m'impose une autre atmosphère inévitable. Aucune de ces choses n'aurait beaucoup d'importance si mon moteur tournait à plein régime. Avec quelle désinvolture j'écartais toute interruption alors que j'écrivais Orlando, mais on dirait qu'elles m'ont mis des bâtons dans les roues, qu'elles les ont bloqués, et même pêchant toujours de prendre le virage. Et puis j'ai 47 ans, oui, et mes infirmités vont évidemment augmenter. Ma vue, pour commencer. L'année dernière encore je crois que je pouvais lire sans lunettes, je pouvais prendre un journal pour le lire dans le métro. Peu à peu je me suis aperçu qu'il me fallait des lunettes pour lire au lit, et maintenant je ne peux lire une ligne sans mes lunettes, à moins de tenir ma page sous un angle très particulier. Les nouvelles sont beaucoup plus fortes que celles que j'avais auparavant, et lorsque je les enlève, je reste aveugle pendant un moment. Quelles autres infirmités encore? J'entends, je crois, à la perfection. Il me semble que je suis toujours aussi bonne marcheuse. Mais ne devrais-je pas affronter bientôt mon retour d'âge? Et cela ne risque-t-il pas d'être une période difficile et même dangereuse? On peut manifestement en venir à bout en l'envisageant d'une manière raisonnable, se dire que c'est un processus naturel, que je puis toujours au besoin m'allonger ici pour lire, que mes facultés seront les mêmes après, qu'en un sens. Il n'y a pas de quoi se frapper. J'ai écrit quelques livres intéressants, je puis gagner de l'argent, me permettre des vacances. Oh non, il n'y a pas lieu de se tracasser. Et ces curieuses pauses dans la vie, j'en ai connu de nombreuses, sont les plus fécondes du point de vue artistique. Elles vous fertilisent, je pense à ma folie à Hogarth House, et à toutes les petites maladies, celle qui a précédé la promenade au phare, par exemple. 6 semaines au lit maintenant et je ferai des phalènes un chef-d'œuvre. Mais je ne mettrai pas ce titre. Les phalènes, cela me revient tout à coup à l'esprit, ne volent pas le jour. Et il ne saurait y avoir de bougies allumées. Dans l'ensemble, la forme du livre demande à être reconsidérée, et avec le temps j'en viendrai à bout. Ici je me suis arrêtée. Samedi 2 septembre c'est aujourd'hui, je crois, qu'Angelica entre au collège pour la première fois 14, et je suis sûre que Nessa verse des larmes en cachette. Encore une de ces émotions que je ne connaîtrai jamais. Un enfant, le dernier des enfants, entre au collège et voilà qui met fin aux 21 années où Nessa a eu ses enfants auprès d'elle, longue période de sa vie,
tellement plus pleine que je ne puis le deviner, l'imaginer, avec son intimité, ses querelles, son bonheur, ses instants d'émotion et ses changements à mesure qu'il grandissait. Et maintenant, d'une manière assez grandiose, elle met un point final à ses années de maternité, seule dans un atelier, revenant, non sans une certaine tristesse peut-être, à la vie qu'elle aurait préférée à toute jadis, être uniquement un peintre. Ainsi avons-nous fait nos vies, elle et moi, poussées vers elle par quelque étrange force. Pour moi, je songe surtout à ces longues et curieuses promenades d'automne qui terminaient nos vacances d'été. Nous parlions de ce que nous allions entreprendre. Nous appelions cela « faire des projets d'automne ». Il y était toujours question de peindre et d'écrire, et de moyens de mieux organiser notre vie sociale ou domestique. Parfois nous songions à arranger une pièce pour avoir un endroit où recevoir nos propres amis. Ces RR-5G se rattachaient invariablement à l'automne, à la chute des feuilles, à la campagne qui perdait ses couleurs, se faisait hivernale. Notre esprit s'aiguisait à la perspective des rues et des lumières et du début d'une nouvelle saison très active. Octobre, l'aube de l'année. Mais voilà que je divague dans le passé, comme une vieille femme, alors qu'à l'instant où je me suis assise dans l'attente du thé, je me disais que j'avais quantité de choses à écrire dans mon journal. Une autre de ces curieuses aubaines qui vous prennent par surprise, comme une prune qui tombe sur votre chemin, vient de se présenter. Annie, la jeune femme aux grands yeux tristes, est venue nous trouver pour nous demander de 14. Jusque-là, pendant les séjours de Vanessa à Londres, Angelica avait pris des leçons chez Miss Rose Paul, dans Mecklenburgh Square, mais elle allait désormais être pensionnaire dans un petit collège privé pour filles, l'Enfort Grove, près de Chelmsford, dont la directrice était une certaine Miss Curtis 131 lui achetait une chaumière. Elle ferait notre ménage en permanence, serait, en fait, notre domestique ici. Avec un préavis de 15 jours, elle vient d'être mise en demeure de quitter son logement avec son bébé de 2 ans, pour céder la place à 2 vieilles filles qui élèvent des chiens. La simple humanité nous dicte de lui acheter sa chaumière et, sans lui demander de loyer, de lui permettre de travailler en échange. Encore 350 livres à prévoir, et des réparations, et un surcroît d'articles à écrire. Elle ferait une domestique idéale, je crois, et serait d'une grande ressource. Je pourrais venir ici aussi souvent que je voudrais, et cette pauvre Nelly pourrait rester à Londres. Elle vient encore de rendre son tablier ce matin, à Léonard, cette fois à cause de son seau à charbon. Il semble que nous nous rangions et nous enracinions un peu plus chaque jour. Il faudra que je renvoie ce pauvre échalas de Mrs. Bartholomew. Cela demande réflexion. En attendant, Annie se heurte à cet effroyable grand mur noir de la prison qu'est la pauvreté, doit se débrouiller avec 15 shillings par semaine pour elle et son enfant. Ces réflexions, qui ouvrent la voie à bien d'autres, dans toutes les directions, me font hésiter à aborder les 2 autres sujets, Peter 15 et mon avenir, que je comptais traiter. C'est l'heure du thé, et ensuite je veux aller me promener sur les collines et au bord de la rivière pour remettre de l'ordre dans mes idées. Mon Dieu, faites que personne ne vienne pour le thé. Mais lit-on, Anthony Blinces et Peter sont tous à Charleston. Mon Dieu, faites que ces délicieuses et divines personnes ne viennent pas m'obliger à faire l'effort de n'être une fois de plus que mon visage et mon intelligence. J'aspire à nager dans les sombres profondeurs vertes. À propos, hier soir James Lavessette, dans l'Evening Standard m'a appelé un Peter Lucas, qui avait séjourné les 18 et 19 septembre à Montrose, avant de se rendre à Charleston. Anthony Frédéric Blin, né en 1907, qui devait plus tard devenir un ami de Julien Bell, éminent historien d'art, avait été membre de la Société des Apôtres à Cambridge. James Lavey, 1899-1975, conservateur adjoint au Victoria Museum depuis 1922, était aussi un écrivain et un journaliste fécond. Sans doute Lien d'Albert L.W., qui était allé passer à Londres le journée du 20 septembre, apporta-t-il à mon grand écrivain. Tout le monde reconnaîtra d'emblée la grandeur de Virginia Woolf. J'espère qu'Arnold Burnett a vu cela 18. Dimanche 22 septembre, il est aussi 10h10 du matin, mais j'entends bien ne pas écrire un mot. J'ai pris la décision d'arrêter mon roman pour l'instant. Les maux de tête me viennent trop facilement ces temps-ci. Je ressens les phalènes comme un poids prodigieux que je suis encore incapable de soulever. Et cependant, tant l'esprit est chose bizarre,
Ce n'est jamais sans un malaise qu'à cette heure matinale je me contente de lire ou d'écrire des lettres. Ces occupations paraissent trop frivoles et oiseuses. Pour cela, et même si j'écris des lettres, ce que je vais faire et dois faire, à Doty, à Gérald Brennan, à ce grincheux d'Eddie, je vais me permettre ici un petit galop d'essai. C'est une belle matinée de septembre, avec des corbeaux qui croassent, des ombres très longues et légères sur la terrasse. L'air n'a plus de consistance. Il s'allège en vue de l'hiver, il devient pâle et pur comme les yeux des vieillards. Quant à cet été, il s'est révélé astreignant et passablement épuisant. Aller à Londres, aller à Worthing, recevoir des gens ici, avec tout cela je ne me suis jamais senti fixé nulle part. Je crois que j'aimerais rester encore ici pour éviter Londres un certain temps. L'auto nous permet presque trop de nous déplacer. En revanche, c'est l'été le mieux pourvu que j'ai jamais connu. Jamais le jardin n'a été aussi ravissant. Maintenant encore il n'est qu'un flamboiement, il vous éblouit de ses rouges, ses roses, ses pourpres et ses mauves. Les œillets en grands bouquets, les roses lumineuses comme des lampes. Souvent nous sortions le soir, après le dîner pour admirer le spectacle. Et maintenant, enfin, j'aime regarder autour de moi dans le salon. Mon tapis ose l'Evening Standard en question, intitulé Le don suprême refusé aux femmes. Tout en avançant l'opinion que les femmes en général n'avaient pas réussi à atteindre le premier rang en ce qui concernait la création artistique, James l'avait concédé que le roman était presque une chasse gardée, réservée aux femmes. Qui oserait nier la grandeur de Miss Virginia Woolf, par exemple 18. Arnold Bennett donnait un article par semaine à l'Evening Standard 133 comme plaît, et ma moquette, et mes poutres peintes. Et pour quelque extraordinaire cause j'ai découvert cette année des promenades ravissantes comme jamais, tout en haut des collines, derrière Telscombe. Cela tient en partie au temps peut-être, car nous avons eu des jours et des jours d'un chaud soleil sans nuages. Le ciel est resté continuellement bleu, le soleil se couchait, net et clair, sans laisser de traînées dufteuses, ni de remparts à l'ouest. Et couché ici, j'ai vu le soleil se lever, et la lune luire une nuit comme une tranche de miroir, tandis que toutes les étoiles palpitaient et brillaient. Et un soir j'ai eu ce curieux sentiment d'être très jeune et en voyage à l'étranger et de voir les feuillages par la portière d'un train, en Italie. Je n'arrive pas à retrouver cette impression maintenant. Tout était aventure et excitation. Quant à Peter, comme il est charmant, comme il est gentil, comme il a toujours raison. Mais zut, pour tout cela son esprit reste inintéressant sur le plan intellectuel. Je n'arrive pas à en trouver l'explication, mais une rencontre avec lui ne me laisse rien dans l'esprit. Jamais rien d'intéressant, pas une suggestion, mais des comparaisons continuelles, de perpétuelles citations. Il considère la vie avec beaucoup d'ardeur à travers les livres. Et puis maintenant il est tout émoustillé à l'idée de faire l'amour, si bien que chacune de ses histoires tourne par trop inévitablement autour de ce passionnant sujet, faire l'amour et King's College, Cambridge. Il a fait la guerre, a vécu 4 années de combats sanglants et de blessures, et son esprit n'en garde pas moins la simplicité virginale de celui des jeunes filles. À 36 ans il a la rigidité d'un universitaire encrouté. Je suppose qu'il n'est pas fait d'un mélange très riche, c'est tout, un père maître d'école, une mère ménagère, une vie banlieusarde, des bourses d'études, ce fut toute son éducation, et puis, sortant de sa coquille, il a délibérément choisi d'être un païen, d'être un simple individu, de jouir de la vie, d'explorer ses propres sensations, alors qu'il n'avait pas assez d'étoffe pour ce rôle. De là les répétitions, l'égoïsme, l'absence de profondeur ou d'originalité, mais cela, je le sens bien plus dans ses écrits que dans sa parole. Lorsqu'il parle, y a son charme, sa gentillesse, son tegrit, son brillant, tout, cela fait de lui un être humain très agréable, très attachant, 134 délicieux, mémorable, oui, mais pas intéressant. On se mariera. Il deviendra professeur de littérature anglaise à Cambridge. Mercredi 25 septembre connu, maintenant que la vieillesse désagrège son joyeux bavardage sentimental, elle devient curieusement plus humaine et sagace à la manière des vieilles femmes et souples, si imprégnée de vie qu'elle semble trouver âge sagesse, et être mieux maîtresse de l'art de vivre que de personnes plus intelligentes. Elle a assisté à tant et tant ces choses, maladie, naissance, querelle, calamité, curier, ne la surprend plus beaucoup ni ne la trouble longtemps. C'est vrai qu'elle est grognon et vite lassée comme une enfant,
mais elle est parvenue à une certaine indifférence à la tenue, au décorum et à la respectabilité, qui donne à croire qu'elle se lave les mains de la plupart des choses et qu'elle joue sur une plage, un genre de vieillesse assez enviable bien qu'inadmissible aussi. Profite toujours de la moindre occasion, l'ai-je entendu chuchoter à Pinka qui venait de manger toute notre soupe. Et puis ces longues histoires sur ses cuisinières et comment elle leur avait appris à faire la cuisine à l'époque où elle avait de la fortune. Après mon grand malheur, l'une d'elles lui a écrit « Maintenant vous voilà pauvre et laide là ». Elle pousse un soupir et verse une larme, mais elle passe vite à autre chose et me force à accepter une boîte de caramel. Il faut que j'aille à la cuisine, voir mon fourneau qui est en train de cuire du jambon. Mercredi 2 octobre, nous revenons à l'instant de la chaumière d'Annie. J'imagine que je puis dire que c'est la sienne maintenant. Et nous voilà par conséquent propriétaires d'une autre maison de belle taille, mais l'arrangement avec Annie semble être encore une de ces aubaines qui, depuis l'année dernière à cette même époque, ou au mois d'août, nous sont échues ici. Annie fera la cuisine, mon fourneau à pétrole permet d'avoir des plats chauds à toute heure, mais je suis obnubilée par la conférence de Brighton, d'avoir entendu pérorer Arthur Anderson, et de le voir virer lentement au rouge, comme une écrevisse. Nous y étions allés aussi le lundi, combien mes journées de méditation se sont raréfiées. Il va falloir y 11.111.11, 11111. Oui, mais le premier Imen Gimi, Mna, il y a renoncé tout à fait maintenant, où nous avons assisté à un excellent débat, plein d'intérêt. Du public monte un extraordinaire bêlement, pas une parole, pas un piétinement, et j'ai mieux pris conscience de ce que la politique ne concerne plus les grands, n'est plus mystère et diplomatie, mais faite de sens comme un émanant d'affairistes. Hommes et femmes ordinaires, pas très glorieuses, mais sans détour, comme il en va de toute transaction d'affaires. Le jour décline, j'entends les gars du village lancer du pied leur ballon de football, et toutes ces réflexions, ces commentaires qui me viennent durant mes promenades se sont effacés, l'atmosphère, hiver, changement, imminence du retour à Londres, achève de dissiper mes pauvres efforts de concentration durable. Pourtant, j'ai, ces derniers jours, remis mon livre en route, je crois, je l'ai fait progresser, mais à l'allure des journées de la chambre de Jacob Mrs. Dalloway, une page, tout au plus, avec de longues séances passées à sucer mon porte-plume, et dire que tous les Américains écrivent ou télégraphient pour réclamer des articles. Et je vais rentrer pour lire Phèdre, après avoir cueilli quelques pommes. Léonard est en train de nettoyer la voiture sur la route froide et venteuse. LW fit ses bagages pour rentrer à Londres par la route, le jeudi 3 octobre, laissant VW à Montrose, mais les rejoignant le samedi 5, où les Kens vinrent pour le thé. Puis les Wolf regagnèrent Tavistock Square le dimanche 6 octobre dans l'après-midi. Vendredi 11 octobre et je saute sur l'occasion d'écrire ici, de manière à me permettre de ne pas toucher au Vago, au Phalanès ou tout autre titre que cela portera. Je me figurais que la conférence annuelle du Parti travailliste s'ouvrit au Dôme, à Brighton, le lundi 30 septembre, où le sujet des allocations familiales donna lieu à une importante discussion. Le mercredi 2 octobre, Arthur Anderson, le ministre des Affaires étrangères, esquissa une vue d'ensemble de la politique étrangère du gouvernement 137. J'avais appris à écrire rapidement, mais il n'en est rien. Ce qui est curieux, c'est que du fait de la concentration j'y travaille sans entrain ni plaisir. Je ne dévite pas, je compose. Et puis jamais, de toute ma vie, je ne m'étais encore attaqué à un thème aussi vague et pourtant aussi complexe. Chaque fois que je place un repère, il me faut penser à sa relation avec une bonne douzaine d'autres. Et alors qu'il me serait possible d'avancer facilement, je m'arrête sans cesse pour considérer l'effet général. Dans le détail, mon plan ne comporterait-il pas quelque erreur essentielle ? Je ne suis pas tout à fait satisfaite de cette méthode qui consiste à choisir dans la pièce certains objets qui devront en évoquer d'autres. Mais je suis incapable pour le moment d'inventer quoi que ce soit qui épouse aussi étroitement le thème primitif tout en permettant le mouvement. Voilà pourquoi peut-être ces journées d'octobre sont pour moi un peu tendues et environnées de silence. Ce que j'entends par ce dernier mot, je ne le sais pas très bien moi-même, étant donné que je n'ai jamais cessé de voir des gens Nessa, Roger, les Jeffet 2, Charles Buxton 3, et j'aurais dû voir Lord David, et je dois voir les Elliot. Oh, j'y pense, il y a Evita aussi. Non, il ne s'agit pas d'un silence physique, mais d'une certaine solitude intérieure,
intéressante à analyser si je le pouvais. Pour donner un exemple, cet après-midi, je remontais Bedford Place, si c'est bien cela, cette rue toute droite, bordée de pensions de famille, et je me dis spontanément quelque chose de ce genre. Comme je souffre et personne ne sait à quel point je souffre, là, dans cette rue, bataillant avec mon angoisse, comme je le faisais après la mort de Toby, seule, luttant toute seule contre quelque chose. Mais alors je luttais contre le pire, et maintenant contre rien. Et lorsque je rentre à la maison, tout n'est que silence. Je ne charrie plus un terrible bruit de roue dans ma tête. Cependant j'écris, et, oui, nous réussissons très Robertson j'ai fait, 1888, 1962, le poète américain, et Una, sa femme, prirent le thé le 7 octobre chez les Wolff. La Hogarth Press publia 3 volumes de ses poèmes dans la collection des poètes vivants. Charles Rodin Buxton, 1875-1942, que L.W. décrit comme un libéral non-conformiste du XX siècle de la plus belle eau, IVLW page 245, déçu par le Parti libéral, adhéra au Parti travailliste. Il était alors membre du Parlement et L.W. et lui était respectivement secrétaire et président des comités consultatifs du Parti travailliste pour les affaires internationales et impériales. Il 1111 il y a eu et un bien, et il y a ce que j'aime par-dessus tout, du changement en perspective. Oui, ce dernier soir à Rodmel, lorsque Léonard est revenu me chercher à contre-cœur, les Keynes vinrent aussi, et Ménard abandonne la nation, Hubert, de même, et nous aussi probablement 4. Et c'est l'automne, les lumières s'allumant, n'essaye dans Fitzroy Street, dans une grande pièce obscure, où flambe le gaz, avec des assiettes et des verres dépareillés, posés à même le sol, et la Hogarth Press a les faveurs du public. Et cet état de célébrité devient tout à fait chronique. Je suis plus riche que je ne l'ai jamais été, j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles aujourd'hui, mais malgré tout cela quelque part dans la machine il y a le silence et le vide. Dans l'ensemble je ne m'en soucie pas trop, car ce que j'aime, c'est étinceler et me projeter de côté et d'autre sous l'effet de ce que j'appelle la réalité. Si je ne connaissais jamais ces crises extraordinairement diffuses d'agitation ou de repos, de bonheur ou d'affliction, je me laisserais aller à la soumission. Mais là s'offre l'occasion de lutter, et quand je me réveille tôt je me dis à pas moi, lutte, lutte pour peu que je saisisse ce sentiment je le ferai, la conscience du champ du monde réel. Alors que l'on est poussé par la solitude et le silence hors du monde habitable, le sentiment qui me vient d'être engagé dans une aventure, d'être étrangement libre maintenant, avec de l'argent et tout, de faire n'importe quoi, allant prendre des billets de théâtre, la matriarche, je vois une liste d'excursions à prix réduits accrochée là, et je me dis aussitôt que j'irai après-demain à la foire de l'Ouage de Stratford-sur-Avon 5, pourquoi pas, ou bien en Irlande, ou à Édimbourg pour la fin de semaine. Je n'irai probablement pas, mais tout est possible. Et cette curieuse connaît, la vie, est authentique. Ceci donne-t-il tant soit peu une idée de ce que je veux dire? Cependant je n'ai pas réellement réussi à saisir le vide, après tout depuis avril 1923, où Maynard Keynes et ses associés avaient pris le contrôle de la NEA, Hubert Anderson en avait été le rédacteur en chef. Il devait quitter son poste à la fin de l'année pour la charge de co-secrétaire au Conseil consultatif économique, nouvellement formé. Keynes, en tant que président du conseil d'administration de la NEA, cherchait un fusionnement avec le New Statesman, qui se réalisa effectivement en 1931. L'ancienne foire de l'Ouage de Stratford-sur-Avon avait lieu chaque année le 12 octobre. Ce jour-là, les Wolff allèrent au Royalty Theatre pour voir Mrs. Patrick Campbell dans la pièce de G.B. Stern, de Matriarche 139. Silence hors du monde habitable, le sentiment qui me vient d'être engagé dans une aventure, d'être étrangement libre maintenant, avec de l'argent et tout, de faire n'importe quoi, allant prendre des billets de théâtre, la matriarche, je vois une liste d'excursions à prix réduits accrochée là, et je me dis aussitôt que j'irai après-demain à la foire de l'Ouage de Stratford-sur-Avon 5, pourquoi pas, ou bien en Irlande, ou à Édimbourg pour la fin de semaine. Je n'irai probablement pas, mais tout est possible. Et cette curieuse connaît, la vie, est authentique. Ceci donne-t-il tant soit peu une idée de ce que je veux dire? Cependant je n'ai pas réellement réussi à saisir le vide, après tout depuis avril 1923,
où Maynard Keynes et ses associés avaient pris le contrôle de la NEA, Hubert Anderson en avait été le rédacteur en chef. Il devait quitter son poste à la fin de l'année pour la charge de co-secrétaire au Conseil consultatif économique, nouvellement formé. Keynes, en tant que président du conseil d'administration de la NEA, cherchait un fusionnement avec le New Statesman, qui se réalisa effectivement en 1931. L'ancienne foire de louage de Stratford-sur-Avon avait lieu chaque année le 12 octobre. Ce jour-là, les Wolfe allèrent au Royalty Theatre pour voir Mrs. Patrick Campbell dans la pièce de G.B. Stern, de Matriarche 139. C'est curieux, maintenant que j'y pense, mais Clive me manque. Je m'avise tout à coup qu'Arthur Stutzy était, lui aussi, un de ces brillants jeunes gens. Mais il y avait quelque chose d'innocent chez lui, comparé à Bernard et Geoffrey. Il parlait du nez et avait une douce voix gutturale, un front dégarni, des yeux bruns assez beaux, rappelant ceux des chiens. Il paraissait d'ailleurs canin. Par certains côtés, il avait voyagé, était distingué, riche, affligé d'une robuste mère, qu'il détestait, ce qui lui valut la sympathie de la mienne. Il avait de grosses mains rouges, mais peignait dans la manière de Whistler, s'escrimant sur sa toile, pour exhiber ensuite quelques petites natures mortes plaisantes et harmonieuses dont, pour des raisons assez énigmatiques, il était fort satisfait. C'était l'idée d'être un artiste qui l'avait séduit. Il habitait un appartement ravissant dans Shenwalk, et les jeunes filles en blanc, les nuages roses, les fleuves, les feux d'artifice de Whistler y étaient accrochés au mur. Il alla aux îles Samoa, pour y peindre des Whistler peut-être, et en revint après la mort de Stella, qui l'affligea, je crois. Il avait aimé Stella à sa manière maladroite et inefficace. Puis il écrivit de petits poèmes sur Eton, qu'il aimait et où il espérait être enterré. Mais pourquoi pensait-il à son enterrement alors qu'il jouissait de tant d'avantages? Il y avait un je ne sais quoi de stérile chez lui. Il n'était capable de rien, mais pour nous, les enfants, il avait quelque chose de romanesque, passer pour faire d'impossibles extravagances, par exemple prendre un fiacre pour nous emmener tous à l'improviste jouer au cricket au Lord. Cela, je m'en souviens. J'imagine qu'il représentait la fine fleur des tons et des années 90, en quête du vernis que donne l'art, Paris, la vie d'atelier, Chelsea. Il m'envoya une carte postale de St. Yves une fois, et un poème sur Eton, et puis, coup de théâtre, ce fut la guerre, et comme il était d'une bonté et d'une générosité sans borne, en plus de son incompétence. Je ne doute pas qu'il ait fait de grandes choses pour les réfugiés, et 6. Arthur Eton Stud, 1863-1919, était passé par Eton et King's College, Cambridge, puis avait étudié la peinture à l'Académie Slade et à Paris. Il en vint à être obsédé par la peinture de Whistler dont il devait léguer 3 tableaux à la National Gallery et célibataire, âgé d'une 50aine d'années à peine, je te pose, il mourut sans que personne n'y eût prêté attention, je sache. Encore un de ces jeunes gens, non pas brillant actement, mais sympathique dans mon souvenir, modeste, yin de fraîcheur et d'imprévu, et toujours si nasillard, de l'autre est très discrète. Et Julien examinera tout à travers ses lunettes, lui qui aime Nessa et Angelica plus que quiconque, j'en jurerais, ce garçon simple et fruste que je ne connaîtrai probablement jamais maintenant, puisque, et c'est ce que je compte bien dire à Nessa mercredi, tu es une femme jalouse, tu ne veux pas que je connaisse tes fils, tu te refuses à prendre. Donner, voilà ce que tu veux toujours, tu as peur de ceux qui donnent. Quelle sera sa réponse? Mais Léonard va continuer à déménager les pommes, si bien que je ne puis rien écrire d'autre que enfin ce qu'il me plaît d'appeler mon journal. J'aimerais pouvoir écrire d'une manière plus concise, à propos, et en usant moins du participe présent. Mon style négligé me scandalise. La nature prend sa revanche et m'empêche maintenant d'écrire plus d'un mot à l'heure. Mercredi 23 octobre, aussi vrai que je le dis, je n'écris que pendant 1 heure, puis je me rejette en arrière, sentant que je ne peux plus longtemps contraindre mon cerveau à cette contorsion. Ensuite, je tape à la machine, et j'en ai fini vers midi. Je vais résumer ici mes impressions avant la il m'a écrit hier, 3 parutions d'une chambre à soie. Ce décembre, et dit-il qui m'inquiète un peu, c'est que Mort a beaucoup aimé le GAN ne veuille pas en donner une livre critique. Cela m'incite à penser que le livre comporte un ton féminin, suraigu, qui déplaira à mes plus chers amis. Je prévois donc que je n'aurai aucune critique, sinon celle du genre dérobade facétieuse, indulgente,
qui me viendront de Lytton, Roger et Morgan, que la presse se montrera bienveillante et parlera l'emploi fréquent du participe présent n'a pu, évidemment, être conservé dans la traduction d'N5 Bach, mais qu'un journal d'un écrivain indique, d'N Rochbach, puis rentre précipitamment 7. AR, X, 171 Hanson paru simultanément en Angleterre et en Amérique, qu'à 24 octobre 1929. Toutefois une petite édition limitée sortie 3 jours avant cette date, aux États-Unis du charme du livre, de son allant. On me reprochera aussi mon féminisme et on me soupçonnera de saphisme. Si Bill m'invitera à déjeuner, je recevrai quantité de lettres de jeunes femmes. Le livre ne sera pas pris au sérieux, je le crains. Mrs. Woolf est un écrivain si accompli que tout ce qu'elle nous dit se lit sans effort. Cette logique bien féminine, un livre à mettre entre les mains des jeunes filles, je ne pense pas que je prendrai cela très à cœur. Les phalènes, mais je crois que ce sera les vagues, progressent tant bien que mal et je pourrai m'en remettre à ce livre-là si je me fais taper sur les doigts pour l'autre. Ce n'est qu'une bagatelle, dirais-je, c'est vrai, mais écrite avec ardeur et conviction. Nous avons dîné hier soir chez les Webb, et j'ai reçu Eddie et Dottie pour le thé. Quant au dîner du genre sérieux, j'ai pu y avoir une conversation amicale et détendue avec un unique invité, Hugh Macmillan 8, sur les bûchons neufs et sur sa propre carrière. Les Webb sont bien gentils, mais ne veulent pas s'en laisser compter sur le cagnat degré. Nous logions dans 2 chambres de maison meublées, il y avait un lit de cuivre derrière un paravent. Dans la salle à manger, nous mangeons d'épaisses tranches de viande de bœuf saignante, et on nous offre du whisky. C'est toujours la même atmosphère cultivée, impersonnelle, parfaitement acceptée. Mon petit garçon aura son jouet, mais un point c'est tout, c'est ce que dit ma femme de ma participation au Militaire. Oui, ce sont des gens sans illusions. Et alors que je les comparais à elle et moi, j'ai compris ce qu'a d'émouvant, de symbolique le couple sans enfant qui, lorsqu'il est uni, apporte un certain témoignage. Quant à voir Eddie et Dottie, cela ne représente pas Hugh Pattison Macmillan, 1873-1952, qui devint Lord Macmillan au Faberfield en 1930, était un avocat écossais, qui fut nommé procureur général sous le gouvernement travailliste de 1924, et qui fit office de président dans d'innombrables comités et commissions. L'auteur John Beauchamp, plus tard Lord Tweedsmuir, gouverneur général du Canada, était marié à Suzanne Grosvenor, qui appartenait au cercle aristocratique de Violet Dickinson, qui l'avait fait connaître à VW dans sa jeunesse. LW, qui, en tant que secrétaire du Conseil consultatif du Parti travailliste pour les affaires de l'Empire, avait joué un rôle significatif en définissant la politique du parti, pressait Sidney Webb, à présent secrétaire d'État aux affaires coloniales, de tenir les promesses du Parti travailliste, de financer l'éducation et l'équipement en route de la population indigène du Kenya. 143 grand chose, une phrase, de temps à autre, qui vous reste en mémoire, qu'Eddie est amoureux de 2 personnes, le récit compréhensif que nous a donné Dottie des faits et gestes d'une personne assommante, à laquelle elle vient en aide, qu'Eddie voudrait que je lise son journal, mais qu'un certain ami qu'il ne nomme pas, s'y oppose. Cependant il ne tarda pas à reconnaître que c'est un soulagement pour lui. Ainsi passa 1h30. Dottie déplora la célébrité prématurée de Vita. Pourtant j'imagine qu'elle l'aime, qu'elle lui est attachée. D'étranges choses se nichent dans l'âme des gens. Me voilà qui recommence, avec beaucoup de prudence et de précaution à lire et à penser. Depuis mon retour j'ai le Virginia Ouaté, un raisin blanc suave, Go 12, entièrement monté, cardé et filé à partir d'une expérience psychologique tout à fait simple et banale, mais l'auteur n'est pas poète et ne sait rien nous faire voir. Toutes ces phrases sont pareilles aux hachures d'une gravure sur acier. Je suis en train de lire Racine, j'ai acheté La Fontaine, et c'est ainsi, en tournoyant et en planant, que je vais tenter mon approche oblique de la littérature française. Samedi 2 novembre, il faut exactement 10 jours pour qu'un livre connaisse un sort. Nous sommes maintenant le samedi 2 novembre, et une chambre à soie, qui ne s'était pas ou presque pas vendue jusque-là, a atteint les 100 exemplaires, je crois, ce matin. C'est surtout grâce à la brillante émission de Vita et je n'arrive plus à me rappeler tout ce que je voulais dire, à l'instar de Renard II, lui qui écrivait un journal de ce qu'il advient à l'individu. Virginia Ouaté, 1929, premier roman d'Elizabeth Jenkins, Gaude,
En Introduction of the Science of Metabiology, 1929, Dieu, une introduction à la métabiologie, de John Middleton Murray 1, Vita Sackville West fit un exposé sur une chambre à soie à la BBC, dans son émission bimensuelle sur les livres. Cet exposé parut dans le Listonnet du 6 novembre 1929. Le romancier français Jules Renard, 1864-1910. Son journal parut en 17 volumes de 1925 à 1927. J'ai rêvé la nuit dernière que j'avais une maladie de cœur, dont je devais mourir dans les 6 mois. Léonard, après quelque insistance de ma part, m'a donné une explication. Mes réactions instinctives ont été ce qu'elles devaient être, normales et certaines, très vives, tout à fait inattendues, je veux dire, spontanées, comme il arrive dans les rêves. Ont revêtu cette authenticité qui produit une impression énorme et pénétrante. D'abord, du soulagement, eh bien, j'en ai fini avec la vie, de toute manière, j'étais au lit, puis horreur, puis désir de vivre, puis crainte de la folie. Ensuite, non, ceci m'est venu plus tôt, regret de devoir cesser d'écrire, de laisser ce livre inachevé, puis un abandon voluptueux à la pensée du chagrin de mes amis, puis la conscience de la mort, alors que je n'étais pas d'âge à mourir. Ensuite je conseillais à Léonard de se remarier. Je revoyais notre vie ensemble, et j'affrontais la certitude de disparaître alors que d'autres continueraient à vivre. Et enfin je me réveillais refaisant surface avec tout cela qui collait à moi, pour apprendre que mon livre s'était vendu à un grand nombre d'exemplaires et que Mrs. Calla m'invitait à déjeuner 3. Lourde et somnolente, je pris mon petit déjeuner, cependant que se mêlaient en moi 2 états distincts, celui de la vie et celui de la mort. Mardi 5 novembre à mai, c'est que j'ai plutôt bien réussi avec une chambre à soie jusqu'à présent. Cela se vend, je crois, mais je suis beaucoup plus intéressé par mes vagues. Je viens de taper à la machine mon travail de la matinée et ne me sens pas encore tout à fait rassuré. Il y a quelque chose là, comme je le sentais avec Mrs. Dalloway, mais je ne peux pas encore m'y attaquer carrément. Rien de pareil à la rapidité et à l'assurance de la promenade au phare. Orlando n'était qu'un jeu d'enfant. N'y aurait-il pas quelque erreur dans ma méthode? Un je ne sais quoi d'artificiel de sorte que les données intéressantes ne tiendraient pas solides 3. Madame Calla était la femme du docteur Oscar Calla, l'ambassadeur d'Estonie à Londres 145 mans sur leur base. Je suis dans un état bizarre, et conscience d'une cassure, j'ai en main ma chose intéressante et voilà manque une table pour l'y poser. Cela me viendra peut-être dans un éclair, en relisant, une solution ou une autre. Je suis persuadé que j'ai raison de chercher à situer mes personnages de telle sorte qu'ils se détachent sur le temps et la mer. Mais, Seigneur, quelle difficulté il y a là à creuser en soi avec conviction. Hier, cette conviction, je l'avais. Aujourd'hui elle a disparu. Mais j'ai écrit 66 pages le mois dernier. Sibylle est venue hier et je lui ai dit qu'elle avait l'air d'un oiseau qui tient dans ses serres une souris puante et que la souris devait être la vie. Elle a reconnu que c'était vrai. Elle me dit qu'il lui fallait affronter une affaire désagréable, qu'elle partait pour Paris ce matin, me raconterait tout plus tard. Puis elle gémit sur son sort sans se découvrir, disant qu'elle avait mûri trop tard et qu'elle commençait seulement maintenant à savoir ce qu'elle désirait. Je présume que c'est l'intimité, la simplicité, l'amitié qu'elle veut, et c'est un peu trop tard dans la vie pour les demander. Et comment pourrait-elle les obtenir maintenant qu'il lui manque aussi 20 000 livres par an? Alors Arthur ne peut pas prendre sa retraite et ils doivent rester là quelque temps encore. Elle est incapable pour l'instant de maîtriser la vie, qui n'est pas une souris morte. Après tout, puisqu'elle bouge, Sibylle avait les yeux battus, la peau fripée. Elle m'est apparue très vieille le temps d'un éclair, avec des yeux tragiques. Et aujourd'hui nous avons Stéphane Tennant 4 pour le thé, ainsi qu'Arthur Wallet. Dimanche, nous étions à Rodmel, et ma chambre offre maintenant 3 pieds de briques, où sont insérées les chambranles des fenêtres, ce qui offense plutôt les regards, car cela masque le toit du garage et les collines. Les 2 étant plus agréables à regarder que je ne l'avais cru. On a ouvert un trou dans la petite pièce, pour le couloir, qui doit 4. L'honorable Stéphane James Napier Tennant, né en 1906, 4e fils du premier baron Glenconner, était un peintre et un esthète 146 sans doute existait maintenant. Des choses s'écroulent pour se relever, disparaissent pour réapparaître.
et ma joie s'est changée en rage parce que j'ai laissé passer la vente de meubles de Southéaz, alors que j'aurais pu meubler ma chambre pour 20 livres probablement. Telle est ma vie, oui, telle, la phrase est appropriée. On me demande chaque jour de faire des conférences, la liberté de elle approche. Wright, qui héritera du poste, prend ses dispositions 5. Je ne cesse de dire, nous pourrons faire cela quand tu auras quitté la nation. Vous voyez, je suis toujours à me frayer chemin vers la liberté, tant avec des poêles à pétrole qu'avec Annie. La date est fixée au 1er janvier. Nous avons supporté la nation pendant près de 7 ans, sans en avoir rien tiré pour nous-mêmes, comme je l'avais jadis cru possible. Journal indifférent, ni chair ni poisson, toujours entravé P. Hubert et Harold, Hubert gentiment incompétent, Harold compétent, mais à mes yeux tout bois, pomme d'api, sciure, apparence de respectabilité et compromis. Dimanche 17 novembre, une date affreuse, et je me sens un peu malade, un peu frissonnante. Je ne puis m'atteler à rien, étant tout en émoi. J'essaie de lire mon roi, d'écrire, et aussitôt des mots se forment sur mes lèvres. Je commence à marmonner des conversations entre Vita et moi, au sujet de Dottie, qui m'a téléphoné à propos de Miss Matheson. Je me déroule, je me surprends à parler tout haut. Je répète sans fin des choses de ce genre. Je voudrais savoir si, après ce qui s'est passé hier matin, vous ne voulez pas me donner mes 8 jours. Eh bien, puisque vous ne voulez pas me répondre, je crains que ce ne soit à moi de vous donner les vôtres. Mais je veux vous expliquer exactement pourquoi. Après que vous m'avez 5. Les tentatives faites précédemment par LW pour se débarrasser du boulet de la direction littéraire de la NEA avaient été réduites à néant par Maynard Keynes. Mais avec le prochain changement de rédacteur en chef, voire plus haut, 11 octobre 1929, note 4, il réaffirma son intention de démissionner le 31 décembre, voir aussi les lettres à Keynes et à Anderson, LWP, Sussex, 14 décembre 1929. Anderson devait être remplacé par son assistant rédacteur Harold Wright, 1882, 1934, et LW par Edmund Blendan, mais comme ce dernier ne pouvait se libérer avant la mi-février, LW continua d'y travailler jusqu'à ces dates. 147 ordonne de quitter votre chambre. Je suis allé trouver Off pour lui dire que ne pouvait pas vous garder plus longtemps comme domestique, mais cette décision, je ne l'ai pas prise à la hâte. J'y songe depuis le mois de juin. J'ai essayé de m'arranger, afin de n'avoir pas à vous donner ICS Foudre pour le liner, de manière à éviter les scènes. Mais à Rodney, les scènes furent pires que jamais. Cette fois, c'est la dernière. Je crains de ne plus pouvoir m'en accommoder. Nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. J'y exige que voix partielle le 17 décembre. Oui, voilà ce que je dois de Raël. Demain matin à 9h30, puis j'irai trouver LRS. 1. Agence de placement, et c'est tout juste si je ne tremble pas d'appréhension nerveuse tandis que j'écris. Mais il faut en venir là. Lundi 18 novembre enfin, c'est terminé, et bien mieux que je ne l'espérais, du moins pour le moment. Est-ce que vous voulez me donner mes 8 jours, me répliqua-t-elle. Je vous les ai donnés. Une autre discussion fut amorcée, à laquelle je coupai court. Alors vous souhaitez partir à la fin de votre mois le 12 décembre? Oui, puisque nous lui avions refusé l'aide d'une femme de journée quand il était malade. Mais c'était dit sans conviction. Pour lui river son clou, je regardais le calendrier, sans le voir, myope comme je suis, puis je la quittai de la manière la plus calme, la plus nette qui soit, ce qui signifie j'en ai bien peur. Qu'elle n'a pas plus l'intention de partir qu'à 12 décembre que je ne l'ai, moi, de m'embarquer pur en Sibérie. Soit, mon nœud, prié comme une gencive d'où l'un vient d'extirper une dent douloureuse. Je m'offrais l'aile, vieux oreilles, et j'espère que la poussière te titbe pour une semaine ou deux maintenant. On a tiad but 41 454 à $19 dette libère 41, cruel esfreag BA, 11 4, A4, Icork même MSW 44, 1444 Pierre Sadru TC de OIT 1000.0 et aussi de K4 Yimio TC Judic TRVT, Titissu, E4 Voltobif, .TG 4.0, 44 MJ4E, LTIT 4.4i, KT, Latini, I9e 4, et de 4A4, 4C ce T4.